Moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste en 2000 au moment de l'explosion d'Internet et j'ai vu en fait les journaux dépérir, en fait, perdre peu à peu toute leur chaîne de valeur au fil de ces 20 dernières années. D'abord avec le Web 1, puis avec le Web 2. On n'a pas su trouver d'alternatives technologiques et là, peut-être que le Web 3, c'est ce que je me dis moi, c'est aussi une opportunité pour nous de reprendre la main sur nos contenus et d'inventer des nouveaux mécanismes pour que ne plus être dépendant des GAFAM comme on l'est actuellement pour la monétisation de nos contenus en ligne. Oui, on est en présence aujourd'hui avec Jean-Christophe Camuset, qui est journaliste pour le L Décoration en France, mais surtout on le reçoit parce qu'il est en charge des projets NFT pour ce titre, ce magazine très connu. Et alors, son titre exact maintenant, c'est Head of NFT. Je vous le dis parce que vous le verrez de plus en plus souvent cette année 2023 et pour les autres années, parce que c'est une fonction qui va devenir importante, s'occuper des NFT pour une entreprise. Et alors, Jean-Christophe a lancé une collection de NFT. Tu vas nous expliquer parce que c'est vraiment intéressant, il y a une collaboration entre des artistes et des designers. Cette collection de NFT a été lancée donc il y a quelques mois, en plus sur un espace, une place de marché super rare qui est vraiment très célèbre, etc. Donc il y a eu des collaborations, il y a eu C'est de l'art, ça a été exposé aussi en physique, tu vas nous en parler. Voilà, on est vraiment intéressé par cette initiative. Jean-Christophe, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'y avoir invité. Jean-Christophe, comment un média qui, j'ai l'impression, existe depuis toujours, le LDECO, une institution où tout le monde a un point de repère avec le LDECO, tout le monde a un LDECO sur sa table de salon, comment un magazine comme ça met un pied dans le Web 3? Et la question en dessous de ça, c'est comment on passe du statut de journaliste à Head of NFT. C'est juste, on a l'impression qu'en fait, c'est pas du tout, ça ne peut jamais être en lien, et pourtant ça l'est. Donc tu vois plein de questions dans une seule question, on t'écoute. Bon, alors ça fait beaucoup de choses effectivement. Moi je suis journaliste spécialisé à la fois en design et en high-tech depuis de nombreuses années. Donc c'est deux secteurs que je suis attentivement. J'ai travaillé pour un autre titre jusqu'en 2021. Et en fait, j'ai vu monter le sujet des NFT. Alors moi, les crypto-monnaies, c'était pas trop mon truc. J'ai vu ça passer, mais quand c'était que de la finance, ça m'intéressait pas personnellement énormément. En revanche, quand il y a une dimension artistique, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Et j'ai vu notamment émerger un artiste comme Andrés Reisinger, vous connaissez sans doute, qui était en fait, lui était designer, il est argentin. Il n'avait pas les moyens de produire ses propres meubles et donc il a décidé de faire de la 3D. Et puis, il a créé tout un univers. Il a posté beaucoup de choses, de meubles sur Instagram qui sont devenus des vrais meubles en physique. Donc voilà, donc je voyais qu'il se passait quelque chose d'intéressant. En même temps que je voyais le sujet des NFT monter dans le luxe, dans l'art, dans le sport, je voyais que le design et l'architecture étaient un peu en retrait. Il y avait un peu une réticence à se lancer. Alors les designers et architectes sont des artistes qui exercent dans la contrainte physique. Donc cette absence de contrainte, je pense, les déstabilisait un petit peu. Et donc je me suis dit que pour les onboarder, on va dire, il fallait peut-être les associer à des gens qui faisaient déjà des NFT, des artistes du numérique. Et voilà, donc quand j'ai rejoint la rédaction du L Décoration en septembre l'année dernière, je suis arrivé assez rapidement avec un projet de NFT et je me suis dit, bon ben voilà, comment, nous on est un magazine de référence, on connaît tous les grands designers, architectes, décorateurs, essayons d'en embarquer quelques-uns là-dedans en les faisant collaborer. Et donc voilà, au début, l'idée à l'automne dernier était de monter peut-être 5 ou 6 collaborations. Plus j'en parlais à des designers, plus je parvenais à les convaincre qu'il fallait qu'ils basculent là-dedans. Et donc, comme moi, j'aime bien l'art numérique aussi, donc j'ai associé en fait différents designers assez connus, français, étrangers, pareil, les artistes, il y a des artistes du monde entier que j'ai fait collaborer sur cette première collaboration. Donc en fait, j'ai créé au total 16 couples, donc 16 collaborations différentes, avec des grands noms comme Tom Dixon, Constance Guisset, Charles Zana, Laura Gonzalez, voilà, des grands noms de la décoration et du design, et puis des grands noms de numérique aussi. Donc parmi ces artistes numériques, bien sûr, beaucoup d'artistes 3D, mais pas seulement, je voulais aussi qu'il y ait d'autres profils que des artistes 3D. Donc on a des artistes 3D très brillants comme Benoît Chaland, Magnan Studio qui a fait quelque chose de très très abouti, etc. Mais on avait aussi un artiste génératif, William Mapan, qui est depuis devenu une star du secteur. Paul Mugino qui travaille avec son studio Aurès Vétier sur les intelligences artificielles. Des gens qui étaient un sculpteur en VR, donc qui est basé à Sydney en Australie. Donc voilà, on avait plein de profils différents. Donc tous ces gens-là ont collaboré au cours du printemps l'année dernière et de l'été pour créer des choses. Chacun, en fait, il n'y avait pas de direction trop évidente. Je voulais pas qu'il y ait une trop grande cohérence en fait entre les projets. Je voulais que chacun puisse aller tirer un fil et puisse explorer. Alors certains ont réinventé des objets pour le métaverse, donc ils ont réinventé des typologies d'objets usuels dans cette absence de contraintes. D'autres ont travaillé sur des meubles générés par des IA. D'autres, enfin voilà, il y a eu tout un ensemble d'interactions qui étaient assez intéressantes. Toutes ces collaborations donc ont été montrées dans le cadre de la Paris Design Week en septembre l'année dernière.
au musée des Archives nationales. Alors les Archives nationales, c'est un endroit très historique qui a accepté de nous prêter l'appartement de la princesse de Soubise, qui est un endroit très représentatif des arts décoratifs classiques français du 17e, 18e. Et donc moi, en fait, en tant que journaliste design, en fait, je vais souvent donc à la Design Week de Milan. Et la Design Week de Milan, c'est un événement assez incroyable. Donc il y a un salon, mais il y a aussi dans toute la ville, tous les lieux un peu historiques sont investis par des marques de mobilier contemporain ou des artistes ou des designers qui viennent y montrer des choses très contemporaines. Et le contraste est toujours assez fulgurant. Et je voulais un peu reproduire ça à Paris. On a aussi des lieux exceptionnels comme ça qu'on ouvre, alors soit qui sont fermés, soit qui sont ouverts au public mais que les gens ne connaissent pas, comme l'hôtel de Soubise aux Archives nationales. Et donc voilà, donc je voulais qu'il y ait un contraste en fait entre ces deux, entre le côté très contemporain des collections qu'on y montrait et puis le cadre hyper classique des arts décoratifs. Ouais, alors là tu nous as dit vraiment beaucoup de choses. On va revenir sur tout ce que tu nous as dit parce qu'il y a beaucoup de choses à décrypter d'ailleurs qui sont vraiment intéressantes. Parenthèse, donc l'hôtel de Soubise, un des plus beaux hôtels particuliers de Paris, pur 17e siècle effectivement, et le contraste a dû être, j'ai vu quelques images sur ton LinkedIn, le contraste est saisissant entre l'art digital qui est montré sur des écrans ultra contemporains et la dorure et le style ampoulé de ce 17e siècle. Alors j'aimerais revenir sur le design parce qu'en fait on a bien compris que ta préoccupation, et c'est normal chez LDECO, c'est vraiment le design, le mobilier, et tu as voulu aider ces designers-là à rentrer dans le monde du NFT. Et effectivement c'est pas simple parce qu'autant pour un artiste on imagine bien que montrer une belle image, montrer une belle vidéo, c'est quelque chose d'assez naturel dans le monde des NFT. Autant pour un designer, montrer un meuble, montrer une maquette, c'est pas évident et c'est pas forcément présenté comme une œuvre d'art en fait. Et donc j'aime bien ton idée de dire, alors tu as parlé de VR, donc réalité virtuelle, c'est-à-dire que les designers mettent un casque de réalité virtuelle et puis designent leurs meubles comme ça dans l'espace, c'est assez magique. Et puis il y a aussi des designers qui ont des modélisations 3D de leurs meubles, mais alors la modélisation 3D il faut la mettre en perspective, il faut la mettre dans un cadre, dans un décor en fait. Et c'est là où l'artiste intervient en disant ton meuble 3D il faut le scénariser, il faut qu'il y ait un mouvement de caméra autour, il faut qu'il y ait un décor, il faut surtout qu'il déconstruise sa pensée, puisque sa pensée elle est construite par les impératifs techniques, et là comme il n'y en a plus, il doit déconstruire sa pensée pour lâcher sa créativité, et c'est ça qui est intéressant comme travail en fait. Effectivement, c'est à la fois très déstabilisant pour eux, parce que eux ils sont en permanence dans la contrainte, la gravitation, les prix, la résistance. Tout ça, c'est leur quotidien. Tous n'ont pas été ouverts à cette démarche. Certains disent, moi, je travaille pour les vrais gens, je réponds à des vrais besoins. Ça me fait penser aux journalistes qui disaient, quand je travaillais pour le L en Belgique, les journalistes qui disaient, non, mais moi, il n'est pas question, je n'ai pas écrit pour Google. C'est exactement la même chose. C'était un peu ça. Mais bon, après... plein d'autres ont été hyper intéressés et voilà, justement de basculer dans ce nouveau monde et puis s'imprégner aussi de techniques qu'ils ne maîtrisent pas, parce que souvent donc, ils travaillent la 3D tous, ils ont tous des logiciels de 3D, mais ils vont pas aller chercher la perfection dans les lumières, dans les textures. Pour eux c'est un outil de prototypage plutôt. Et oui, parce qu'ils ne scénarisent pas leur 3D puisque c'est fait pour être réalisé en vrai en fait après, donc il n'y a pas de scénarisation. Il faut montrer à des clients et donc voilà, le but n'est pas d'atteindre le photoréalisme. Et là, du coup, c'est vrai que certains ont pu aller plus loin en fait dans cette démarche-là. Et comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, tu expliques qu'il y a plusieurs artistes, mais est-ce que les artistes ont travaillé chacun dans leur coin, ou est-ce qu'il y a eu des connexions entre eux, voire du partage de connaissances ou d'expériences? C'était vraiment l'objectif, que chacun s'imprègne de l'ADN de l'autre, d'autant que chez beaucoup d'artistes du numérique, il y a une volonté d'aller vers les choses réelles, d'aller vers le physique. Et donc, les collaborations les plus intéressantes, ce sont celles où il y a eu vraiment une interaction très forte entre le physique et le numérique. Et d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que tous leur brief était de travailler sur une collection de NFT. On va dire la moitié d'entre eux, presque, ont décidé de créer une pièce physique qui découle de la collection numérique. Donc il y avait une espèce d'inversion des processus de création qui était assez intéressante, et on s'est retrouvé avec 8 pièces physiques, une chaise, un petit cabinet, des maquettes d'architecture, des tissus, une lampe faite par Christa Kim avec Hermine Bourdin. Voilà, il y a eu plein de manifestations physiques, et je trouvais que c'était aussi intéressant de montrer qu'il pouvait y avoir des allers-retours, et que en fait, une fois qu'ils étaient imprégnés de cette culture numérique, les designers pouvaient donner naissance à un nouveau type d'objet qu'ils n'auraient pas pu créer seuls avec leur crayon sur leur table à dessin. Oui, j'ai vu ça, tu parlais d'Hermine Bourdin, qui est une artiste française d'ailleurs, qui est très impliquée dans le Web3, qu'on voit souvent, et elle fait des sculptures. Au départ, c'est une artiste qui fait des sculptures, et le monde des NFT, elle en a vendu beaucoup, l'a amené vers le monde de la 3D, donc le monde du virtuel. Et à l'inverse, comme tu dis, j'ai vu aussi beaucoup d'artistes qui faisaient que du virtuel, donc qui faisaient que des œuvres numériques sur un ordinateur, et qui rêvaient de voir ça
transcrit dans le monde physique. Alors c'était soit une impression d'une œuvre digitale, je dirais sur un papier photo, après mis sur un cadre, on va dire, après, et exposé en galerie, ou alors c'était effectivement des objets 3D qui allaient être conçus dans le monde physique en fait. Et là on retrouvait un peu la passerelle avec le design. Et donc tu veux dire que c'est intéressant quand tu disais les designers, ça je me rendais pas compte. En fait, appréhendent le monde de l'art de manière presque suspecte. En fait, ils se disent mais moi je suis pas là pour faire. Je fais de l'utile. Je fais de l'utile, c'est ça. Ouais, non, je suis dans le monde réel. Oui, alors en même temps ils sont très imprégnés d'art. Hein. En fait, ils sont aussi très perméables à tous les mouvements artistiques contemporains. Mais c'est vrai que eux, voilà, ils ont une pratique qui est différente, quoi, qui est une pratique contrainte. Ouais. C'est intéressant parce que quand on t'entend parler, on se rend compte, en général, quand on parle à un artiste et qu'on lui parle de digital, un artiste classique, qu'on lui parle de digital, il a l'impression qu'en fait, il y a un fossé entre ce qu'il fait et le digital. Et en fait, quand tu l'expliques, on se rend compte qu'en fait, c'est juste un canal en plus qui est peut-être le prolongement même du travail et qui parfois est le point de naissance et qui donne la réalisation de l'œuvre physique possible. Et donc on a l'impression que c'est très fluide et qu'on peut passer de l'un à l'autre, alors qu'avant on avait des artistes qui étaient ou 2D ou 3D et qu'il n'y avait pas de trait d'union entre les deux. Là, on a l'impression que l'autoroute s'est construite entre les deux et qu'on peut passer de l'un à l'autre. L'objectif aussi, c'était de montrer à ces studios de designers et architectes qui ont une activité dans la vie réelle que peut-être à l'avenir, dans un cadre de métavers, une activité d'aménagement intérieur, c'est tout à fait quelque chose qui peut être complémentaire de leur activité réelle et que ça peut être un développement qu'ils doivent explorer en tout cas, donc qu'ils doivent garder dans leur scope pour ne pas le rater quand ça arrivera. Et alors attends, on revient au point de départ. Tu es journaliste, porté orienté tech. Comment ça se passe en fait? Le projet, il naît comment? Est-ce que l'idée vient du LDECO? Est-ce que ça vient de toi, de façon isolée, qui te dit tiens, on ferait bien ça et on tente le coup? Comment ça a été reçu? Comment on développe? Quoi le challenge en fait? C'est quoi le point de départ et puis c'est quoi le développement? Alors, le point de départ, il n'y avait pas vraiment d'idée de développer du Web3 quand je suis arrivé chez LDécoration. Il y avait cette réflexion-là. J'en ai parlé donc avec l'éditrice du magazine qui était très ouverte à ces questions-là et qui m'a soutenu pour que, un peu par contre, on était à la fin de l'année dernière, on m'a attribué un budget en fait pour développer ce projet et partir vers une certaine inconnue. Mais il y a aussi un enjeu de diversification pour nous qui est important dans la presse papier. Comme vous le savez, la presse papier elle est en crise pour de multiples raisons. D'abord de concurrence des GAFAM et puis ensuite récemment plutôt de coût du papier, de coût du transport et de l'énergie qui fait que nos marges s'affaiblissent et qu'on est obligé de trouver quelque chose qui va remplacer ou compléter, on va dire, l'activité du magazine papier plutôt. Et donc le Web3 avec sa promesse de reprendre le contrôle sur les contenus, ça c'est un enjeu qui est hyper important. Hein. Moi j'ai commencé ma carrière de journaliste en 2000 au moment de l'explosion d'Internet et j'ai vu en fait les journaux dépérir, en fait, perdre peu à peu toute leur chaîne de valeur au fil de ces 20 dernières années, d'abord avec le Web 1 puis avec le Web 2. On n'a pas su trouver d'alternatives technologiques et là peut-être que le Web 3, enfin c'est ce que je me dis moi, c'est aussi une opportunité pour nous de reprendre la main sur nos contenus et d'inventer des nouveaux mécanismes pour que ne plus être dépendant des GAFAM comme on l'est actuellement pour la monétisation de nos contenus en ligne. Oui, et puis d'autres sources de revenus, une façon de reprendre le pouvoir sur nos contenus, mais aussi une autre façon de les monétiser, de les valoriser. Voilà, c'est ça. En fait, ça revient au même. C'est ça. C'est comment reprendre le contrôle parce que de fait aujourd'hui, en fait, donner nos contenus à d'autres et qui assurent la publicité, c'est pas un système valable. En fait, on s'y retrouve pas économiquement. Et donc au départ, tu avais une idée précise de ce que tu voulais monter comme projet ou ça s'est construit au fur et à mesure? Je suis passé par pas mal de phases en fait dans mon projet. Et puis j'ai eu des discussions notamment avec Paul Mougineau, qui est un des artistes qui a participé à l'exposition avec lequel j'ai beaucoup discuté à ce moment-là. Maintenant, l'idée des collaborations, elle s'est imposée assez rapidement parce que voilà, ça me semblait la plus pertinente, là où le magazine était le plus à sa place aussi. On voulait les vendre, on voulait les exposer et puis on voulait pérenniser l'opération. Donc tout ça, ça s'est monté vraiment au fil de l'eau. Je vous avoue qu'en interne, quand il a fallu aller voir le directeur financier pour lui dire par exemple, ben voilà, dans 6 mois, on va toucher des Ethers, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les fait rentrer dans le bilan comptable. Et bon voilà, ça a créé, ça a bousculé un peu les choses. Pareil au niveau juridique, parce que établir des contrats de cession de droit dans un domaine où il n'y a pas de jurisprudence, où tout est à construire également, ça a bousculé un peu différentes strates de l'entreprise pour arriver à ce résultat-là. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que nous on fait un live par mois sur LinkedIn avec la boîte Web3 qui s'appelle NFTs et l'objectif c'est justement d'expliquer que les verticales métiers vont être transformés, que c'est pas seulement un projet qui concerne le marketing. Non, bien sûr, ça impacte le département financier, ça impacte le département RH puisque j'engage qui, je travaille avec qui en interne.
interne, en externe, comment je les paye. Ah, oui, ces gens ne veulent travailler qu'en remote, il n'y a pas de compétences en France, je vais les chercher où? Et donc, il y a toute cette réflexion. Le département communication, c'est comment je vais raconter le projet et comment je vais construire mon dossier de presse pour l'envoyer à la presse. Qu'est-ce que je vais raconter? Et donc, c'est vraiment c'est chouette ce que tu dis parce que ça reflète ce que nous disons. Le Web3, c'est la suite logique de la transformation digitale. C'est une transformation transversale des entreprises et on va seulement y arriver en 2023 puisque les gens commencent seulement à comprendre ça. Donc, c'est intéressant. Donc, le projet, j'imagine qu'une des questions, c'était on les vend où, ces NFT, sur quel marketplace? Alors, effectivement, la question de la vente s'est posée très tôt. Et dans un premier temps, on était encore en plein bull market. On s'est dit, on va les vendre plutôt dans une maison de vente aux enchères. Donc, on a démarché les grandes maisons de vente aux enchères parisiennes. Ils sont montrées assez frileuses, on va dire. Il y en a une, par exemple, qui avait jamais organisé de vente de NFT à Paris, qui se concentrait vraiment sur les stars des NFT uniquement. Enfin bon, voilà, on s'est rendu compte assez vite que c'était pas forcément la meilleure façon. Et on s'est dit, bah non, on vend des NFT, on va les vendre dans une plateforme de NFT. C'est le plus logique, en fait. Voilà, on tâtonne un peu au fur et à mesure, bien sûr, quand on monte une opération comme ça. Et donc, on a contacté les principales plateformes. Et puis, en fait, on avait une préférence pour Super Rare, qui est bien sûr la plus prestigieuse, qui ne vend que des éditions uniques, et qui était surtout la seule qui maintenait une curation, que les autres s'étaient progressivement ouvertes au tout venant sur le modèle d'OpenSea. Ouais. Donc, on a eu des négociations avec Super Rare au début de l'été. Puis, voilà, assez rapidement, ils ont aimé le projet, ils ont aimé le line-up des artistes et designers qui étaient réunis, parce que c'était assez international, il y avait très inclusif, il y avait beaucoup de gens différents, et donc ça leur a plu, et ils ont donc décidé, en fait, auparavant, donc Super Rare avait une équipe de curation, et ils ont décidé en juin l'année dernière, je crois, de décentraliser leur curation, donc de proposer des spaces, des espèces de galeries internes, avec un curateur qui s'occupe de gérer l'intégralité de la sous-galerie, entre guillemets. Oui, il faut préciser que Super Rare, c'est effectivement totalement à l'encontre d'OpenSea, OpenSea, c'est une place de marché totalement ouverte, où tout le monde peut acheter et vendre ses NFT, alors que Super Rare, ça fait déjà des années qu'ils existent, c'est vraiment une sélection, c'est Super Rare qui décide qui va venir vendre sur sa plateforme, donc c'est ultra sélectif, c'est assez pointu d'ailleurs, et c'est toujours des éditions de 1 sur 1, donc c'est des éditions uniques d'art digital justement, c'est tout l'intérêt des NFT, c'est qu'on peut identifier une œuvre unique, et donc tu as raison, non seulement Super Rare existe comme ça depuis longtemps, mais en plus ils ont ouvert une particularité, ils ont développé une particularité qui est que des galeries ou des marques comme la tienne peuvent proposer des espaces à l'intérieur de Super Rare où c'est toi-même qui gères ta curation, c'est toi-même qui décide de tes artistes, de tes œuvres, etc. Mais il faut vraiment que l'équipe Super Rare vous accrédite et vous autorise, et donc j'imagine que la marque, à la fois Elle Déco et puis aussi la qualité des artistes, des designers qui ont fait les NFT, ça a dû jouer évidemment. Et quand on est sur cette place de marché, on est directement en contact avec la sphère mondiale des acheteurs NFT, quoi. Je dirais beaucoup les anglo-saxons évidemment, c'est comme eux qui sont très actifs. Alors oui, effectivement, notre space a été validé par la DAO de Super Rare qui a dû valider notre projet avant qu'on puisse y accéder. Il y a aussi un point qui était important, c'est les royalties. C'est Super Rare aussi le pionnier des royalties et de la distribution des royalties selon le modèle qu'on connaît un peu actuellement, mais qui est menacé. Mais eux, ils sont toujours tenants de ce modèle-là, et c'est aussi quelque chose qui était important pour les artistes comme pour nous de rentrer dans ce modèle-là. Nos royalties, c'est de l'ordre de 8 à 10%, je crois. Enfin, tu sais. C'est un mécanisme assez complexe, voilà. Ah oui, avec des niveaux de oui. Alors rappelons que les royalties, c'est à chaque fois que l'œuvre est revendue par l'acheteur. Alors l'artiste où les artistes touchent un pourcentage du prix de la revente, du chiffre d'affaires généré par la revente, et ainsi de suite. S'il y a 10 reventes dans l'année, les artistes touchent 10 fois 10% ou 10 fois 8%. Alors j'ai une question qui va peut-être être à côté de la plaque, mais quand même ça me chiffonne. Qui mint? Parce que l'œuvre, elle appartient à qui? Elle appartient au Elle Déco qui mint, ou elle appartient à l'artiste qui lui mine son œuvre? Alors c'était un point technique assez important, effectivement, parce qu'en fait dans le système de Super Rare, c'est l'artiste qui mint toujours. Or là, en fait, ça doit être une plateforme de référence, ils sont encore un petit peu en retard sur certains points, et notamment on pouvait pas minter à deux, en fait. Il ne pouvait pas créer une œuvre avec double mint, enfin où le minter soit les deux artistes en collaboration. Deux wallets qui mint. Voilà, donc en l'occurrence c'était le wallet de l'artiste numérique qui mintait en général, et puis l'autre qui était affiché. Alors du coup ça posait des problèmes parce que
Sur le site, on ne voyait pas du premier coup que c'était une collaboration. On voyait d'abord l'artiste qui avait minté et ensuite l'autre, le designer qui apparaissait ensuite dans le descriptif. Bon, je crois que c'est des choses sur lesquelles il travaille, mais bon, au moment où c'est lancé, en plus, on a lancé la vente le jour de The Merge, donc c'était vraiment là, un choix très tactique. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, on a formé quelques galeries d'art, figure-toi, et c'était toujours le point bloquant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le galeriste dit « Ah oui, mais attends, si je mint, ok, donc alors là, l'artiste a l'impression d'être dépossédé, parce qu'il a l'impression d'être dépossédé de son œuvre, alors que quand il met son œuvre dans une galerie, c'est toujours à lui, elle est juste en dépôt. Et quand c'est l'artiste qui doit miner. Alors le galeriste dit oui mais attends, mais donc moi j'ai plus aucun contrôle sur toi, donc en fait tu profites de ma notoriété. Et donc il y a ce conflit d'intérêts et de gestion de la propriété qui aujourd'hui il n'y a pas vraiment de solution. En fait il y a des galeries qui décident La solution ce serait effectivement comme sur Foundation, qui est une autre place de marché, qui propose de minter à 2 wallets. Donc les 2 wallets, donc les 2 personnes sont propriétaires de l'œuvre. Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent que minter ça veut dire créer le NFT, et la personne qui crée, le wallet digital qui crée le NFT, c'est le propriétaire officiel du NFT sur la blockchain. Et c'est toute la question, tout l'enjeu, quoi. Ouais, mais donc... C'est aussi la valeur de l'œuvre au final, d'avoir l'artiste qui est celui qui a minté l'œuvre, c'est quelque chose, c'est aussi une signature, c'est pas qu'une preuve de propriété. Oui, c'est le premier mint, le mint c'est toujours... Ok, mais en cas de double wallet, donc comme ce que tu viens d'expliquer, quand l'œuvre est vendue, l'argent va dans quel wallet? On peut décider 50-50 ou 30-70. Voilà, il y a dans le smart contract qu'il est possible de régler tout ça, c'est un peu complexe, mais c'est ce qu'on a fait, ça se passe très bien. Non, mais moi par exemple, j'achète beaucoup sur FXH, donc le site d'art génératif, la plateforme d'art génératif Tezos. Là, les collaborations sont tout de suite affichées et c'est séparé de façon très claire et c'est quelque chose qu'ils ont totalement intégré. Et bon, je pense que SuperArt, ils sont en train de faire pas mal d'améliorations sur leur interface qui était assez basique. C'est la crise de croissance aussi d'un des pionniers des NFT, voilà, qui sont en train de résoudre en ce moment. C'est intéressant que tu nous parles d'art génératif parce que moi j'aime beaucoup ça. Faut expliquer aux gens que bon, c'est un artiste et un codeur, ou alors un artiste qui maîtrise du code, qui décide de demander à la machine de créer une œuvre d'art selon un code informatique. En fait, c'est assez un peu étrange comme ça au début. Tu pourrais nous expliquer toi comment tu conçois cet art génératif et comment ça s'est appliqué pour la collection de LDeco? Alors, l'art génératif c'est vraiment une passion personnelle, on va dire, et dans la collection de LDeco, il y avait un seul artiste génératif, c'est William Mapan, qui est un génie du code et un artiste fabuleux, quoi. En fait, il commence ses recherches en faisant il était dans NFT in Paris il y a quelques mois de ça. Il expliquait comment il travaillait d'abord en faisant de l'aquarelle ou de la pâte à modeler ou un dessin vraiment avec des règles, etc. Et qu'après il transformait ses recherches formelles en code et que c'est un processus très long. Il dit voilà, il faut parfois 6 mois pour créer un algorithme. Alors, l'algorithme va générer avec le hash des différentes versions, un nombre de versions limitées, mais tout sera totalement encadré par l'artiste et donc c'est vraiment quelque chose qui relève de l'artisanat numérique. Pour moi, c'est très fort. Donc il y a du code plus de la cryptographie et ça donne lieu à une image. L'ordinateur crée une image, alors fixe ou en mouvement d'ailleurs. Ça peut être une vidéo aussi. Oui, et ça peut être une vidéo aussi. En revanche, que je comprenne bien, donc l'artiste codeur en fait, donc c'est quelqu'un qui a une double compétence, qui a une vision graphique des choses et qui a une vision très informatique. Et donc on ne sait pas ce que va produire l'ordinateur. C'est ça, en fait, le code. Alors lui, il sait, il l'encadre comme un vrai artiste. Il va faire en sorte que l'algorithme ne génère que des choses qui sont dans sa vision artistique. Et pour moi, c'est là où ce sont vraiment des vrais artistes. Et moi, mon intérêt personnel pour ce mouvement-là, il est lié à ça. C'est que c'est vraiment une nouvelle forme d'art. Alors l'art génératif existait bien avant les NFT et la blockchain, avec Vera Molnar dans les Cyberpunk dans les années 60-70. Mais là, il a pris un nouvel envol et il y a vraiment quelque chose qui est... Alors même si l'art souvent n'est pas on-chain, néanmoins, il y a quelque chose qui est lié au hash et qui fait que c'est un mouvement artistique qui est vraiment né avec... qui a pris un nouvel élan avec la technologie et qui est, pour moi, c'est là où il y a les artistes les plus intéressants aujourd'hui. Ouais, mais je trouve que c'est tout le symbole des nouvelles compétences que doivent acquérir les artistes. Aujourd'hui, les artistes picturaux, les artistes même plastiques, ils doivent maintenant comprendre en fait qu'il y a des outils informatiques incroyables et qui sont pas obligés eux-mêmes de rentrer dans le code, mais qu'il faut s'y intéresser en fait. Le code, ou même quand on voit aujourd'hui ChatGPT qui remet en question les métiers des créatifs et quand on réfléchit, on se dit mais attends, mais non, parce que ChatGPT, si tu le briefes mal, si tu ne conceptualises pas ta pensée, il te sort n'importe quoi. Et donc la créativité, elle a juste été déplacée, elle est plus au bout de ton pinceau, elle est dans comment je construis ma demande, comment j'imagine
ce qui va sortir et comment je formule ma question. Et donc, c'est de la créativité, mais ailleurs. Oui, tu pratiques, toi, des outils de IA comme Midjourney ou DALL-E, DALL-I qui conçoit des images en intelligence artificielle? Alors ouais, moi j'ai découvert DALL-I là, au début de l'été et j'ai tout de suite été fasciné par l'outil et par ce qu'il pouvait, en fait, en quoi il pouvait aider les designers. Et après Midjourney, donc je suis abonné à Midjourney, je passe beaucoup trop de temps sur Midjourney aussi. C'est addictif. Dans le dernier numéro du L Décoration qui est en kiosque en ce moment, j'ai écrit un article justement sur la façon dont les designers architectes s'étaient emparés des IA. Donc il y a notamment Lionel Jadot à Bruxelles qui fait ça et qui a totalement intégré ça dans son processus créatif. Il y a Charlotte Taylor qui est aussi une artiste NFT assez connue, une directrice artistique qui elle aussi l'utilise tout le temps. Et Stark était le premier à l'utiliser puisqu'il y a 3 ans, il a créé une chaise qui a été générée par une AI, l'AI d'Autodesk. Philippe Stark, tu dis? Philippe Stark, voilà, le grand designer avec ses 50 ans de carrière, il a fait ça il y a, voilà, donc je crois que c'était en 2018 où il a demandé à une IA de lui créer de générer une chaise qui utilise le moins de matière possible et le moins d'énergie possible pour la fabriquer. Ouais, et peut-être qu'on va... C'est la chaise AI, elle fonctionne très bien, elle a une forme qui est assez originale. Et donc lui, c'est un peu un des pionniers de ça, donc l'article il revient un peu sur tout ça, sur Philippe Stark, un peu le pionnier un peu de tout ça, avec une AI très orienté vers le meuble physique. Et puis aujourd'hui, comment plein d'autres architectes et designers se servent de Midjourney pour plutôt conceptualiser, on va dire. C'est une étape de leur processus créatif, ça ne remplace pas le rôle du designer, et juste ça les aide à synthétiser des influences ou à conceptualiser des choses qui ont leur esprit brumeux. Oui, et peut-être qu'on va vers des outils. À la base, ton processus créatif sera assisté par de l'IA, et puis ton résultat, tu pourras le minter directement dans ton outil pour certifier ta propriété intellectuelle. Et puis peut-être que ça sera connecté directement à des marketplaces. Qui sait, peut-être qu'on va avoir des plateformes connectées les unes aux autres et que le NFT viendra. Justement, le NFT, là, il a toute sa valeur ajoutée. C'est amener de la propriété intellectuelle, valider de la propriété intellectuelle sur quelque chose que tu auras généré via l'IA. Est-ce que par rapport à Instagram, justement, je voulais te demander qui va maintenant... populariser les NFT, puisque sur Instagram, déjà aux USA, on peut vendre sur son profil Instagram, on peut vendre des NFT qu'ils appellent eux des digital collectibles, donc des collectibles numériques. Est-ce que toi ça te parle? Est-ce que tu penses que Instagram ça va arriver dans 3 mois en Europe? Est-ce que toi tout de suite tu vas investir cet espace et vendre tes NFT directement sur Instagram ou pas? C'est pas prévu de les vendre directement sur Instagram. Je pense qu'il y a différents types de marchés qui vont se créer. Instagram aura sans doute son propre écosystème. Je sais pas dans quelle mesure il va être. On va pouvoir les vendre sur OpenSea par exemple. Ah bah si, ce sera sur Ethereum et Polygon, donc on pourra. Pas sur Polygon, ok. Bon, moi je me méfie en fait, comme je vous l'ai dit, moi on se méfie tous d'un Web3 pour un peu essayer de faire autre chose que ce qu'a fait le Web 2 et ne pas rentrer dans les schémas du Web 2. Donc c'est pas le premier endroit où j'irai vendre des NFT sur Instagram, connaissant la situation actuelle en tout cas. On se méfie tous de Zuckerberg, hein, donc. Voilà, je pense il y a beaucoup de gens dans le Web 3 qui ont une vision un peu différente et alternative et qui n'ont pas envie de reproduire les erreurs produites par Zuckerberg. En revanche, c'est pas mal d'amener la technologie NFT dans Instagram pour aller certifier la propriété de tes propres contenus. C'est pas à ne pas imaginer, le nombre de photographes qui ont mis des photos sur leur Instagram et la photo a été dupliquée dans tous les sens. Et là, peut-être que si on intègre le NFT, la technologie du NFT pour certifier son contenu, c'est pas mal. Mais c'est vrai que tout ne doit pas passer par eux comme sur le Web 2. Mais moi, j'aimerais revenir je trouve ça très bien dans l'absolu. Je trouve ça très bien parce que justement, là, on est dans un effet de seuil un petit peu. Pour l'adoption massive, oui. On a atteint une cible qui est celle d'aujourd'hui, mais on a besoin d'aller vers plus de gens dans ce secteur et plus de gens qui comprennent ce qu'est justement un digital collectible ou je sais pas comment on peut l'appeler NFT est devenu un gros mot donc quel sens. Non mais justement nous on aurait préféré qu'ils appellent ça digital collectibles, voilà. Peu importe, c'est bien que les gens ils puissent comprendre qu'il y a des choses qui se collectionnent et qui ont une valeur dans le numérique. C'est toujours positif pour l'écosystème. Nous pour la notoriété de notre podcast on aurait préféré que Zuckerberg dise que c'est des NFT, mais bon voilà, c'est pas grave, on lui glissera un petit mot. Moi j'aimerais revenir sur les gens qui ont acheté les NFT LDeco. Alors, on a bien compris que tu avais dû accompagner dans leur compréhension les artistes et les designers. Donc, il y a eu un travail de compréhension, j'imagine réassurance, etc. Maintenant, le projet est sorti. À qui les as-tu vendus? Enfin, à qui les avez-vous vendus? Et est-ce que là aussi, il y a eu un travail d'accompagnement à la réflexion et à la compréhension? Ou est-ce que c'était des gens qui avaient déjà des wallets, déjà de la crypto? Et d'ailleurs, est-ce qu'on pouvait les acheter, ces NFT, en crypto et en fiat ou uniquement en crypto? Tu avais eu plein de questions, toujours dans une seule question. Uniquement en crypto, parce que sur SuperRare, c'est actuellement, ça va changer dans les mois à venir, mais pour l'instant, ils acceptent que les cryptos. Ah oui, c'est vrai.
donc c'est qu'en Ether. Les gens qui nous ont acheté, alors effectivement, peu d'acheteurs français, on va dire. On a eu, en fait, l'audience internationale qu'on souhaitait avec Super Rare, hein, c'est-à-dire qu'on a eu des collectionneurs américains, brésiliens, une grosse DAO américaine, la Flamingo, qui nous a acheté aussi un NFT. Voilà. Après, en fait, l'idée à la base aussi de cette histoire, c'était on voyait que les designers ont chacun une communauté assez importante. Les artistes numériques, généralement, eux aussi, ils ont une communauté assez importante. Et on voulait créer une émulsion entre les deux, que les gens qui sont fans du designer puissent aller vers quelque chose vers les NFT, vers la crypto. Voilà, on s'est rendu compte aussi que c'était un mouvement qui allait prendre du temps, surtout dans un contexte de bear market et de FTX, etc. Il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie et ça prend du temps pour créer ce marché du design NFT qui n'existe pas vraiment encore pour l'instant. Sur les DAO, juste pour préciser, quand tu dis DAO, donc c'est une DAO, hein, c'est une association sur la blockchain en fait. Et c'est intéressant de voir que Super Rare, tu l'as mentionné, Super Rare a une DAO, donc une association de fait entre des milliers d'utilisateurs de la plateforme Super Rare qui peuvent voter. Et donc toi, ce que tu dis, c'est que pour les NFT LDECO, il y a eu un vote. En fait, la communauté a dû voter pour dire oui, on les accepte sur la plateforme. C'est ça en fait. Exactement. La DAO, c'est un modèle de gouvernance pour ce nouveau type de plateforme. Et donc dans cette DAO, il y a beaucoup des artistes impliqués au début, les gens qui étaient là, les acheteurs, les collectionneurs, et tous participent par des votes à la gestion quotidienne de la plateforme. C'est intéressant de se dire que c'est pas Monsieur Super Rare, le grand patron, qui dans son bureau dit oui, lui je l'accepte, lui je l'accepte pas. Voilà. On est décentralisé. Hein. Mais moi j'aimerais revenir sur les acheteurs. Donc tu dis que ce sont des acheteurs, des collectionneurs à l'international, mais donc qui étaient fans du designer au départ, parce que vous avez communiqué, donc le LDECO France a communiqué sur la France, vous n'avez pas communiqué à l'international. Donc les gens qui ont acheté ça, c'est parce qu'en fait ils sont sur la marketplace et qu'ils connaissent l'artiste. Est-ce que tu as pu un peu analyser ça ? On ne connaît pas vraiment l'identité des acheteurs, donc on a des renseignements très parcellaires sur qui ils sont. Vous avez leur Twitter, vous avez leur Twitter, vous avez leurs réseaux sociaux. Parfois, mais parfois on a juste leur wallet. Ceux qui veulent rester anonymes, on a juste leur wallet. Après, on a pu établir des liens avec des gens qui sont des collectionneurs. Alors, notamment, il y a un collectionneur de Miami qui est originaire d'Amérique du Sud et qui lui, il est fan d'art numérique, fan de design, et il fait partie de ces gens qui comprennent que l'interaction entre ces deux disciplines peut amener quelque chose de très intéressant au niveau créatif. C'est un peu le profil des gens qui nous ont acheté, je pense. Ouais, c'est intéressant que tu dis ça, un collectionneur qui aime et l'art digital et le design et qui aime les NFT et qui a un wallet. Et qui a un wallet et de la crypto, oui. Mais ça paraît très niche, mais en fait, il y en a de plus en plus. Il y en a des milliers chaque semaine qui s'intéressent à ça, en fait. Ça va vite, en fait. Ben, j'espère bien, et puis on y contribue aussi, parce que il y a eu pas mal de presse. En fait, l'exposition était assez spectaculaire. On a eu 9000 visiteurs en 8 jours. C'était un succès assez important. Et puis il y a eu beaucoup de presse en France, à l'international, qui s'est intéressée à cette initiative, et ça nous a permis aussi de développer des contacts. Et puis aussi, notamment l'expo, elle part par exemple au mois de mars à Shanghai. Donc elle va être montrée dans le cadre de la Shanghai Design Week. En plus des 16 collections qui ont été montrées à Paris, il y a aussi 4 ou 5 collections sur lesquelles on est en train de travailler, avec des artistes et designers chinois, des grands noms du design et de l'art chinois. Toi, tu parlais de 9000 visiteurs sur l'expo physique à Paris. L'expo physique à Paris, tout à fait. Donc, j'imagine des écrans digitaux qui sont mis au mur. Alors, en plus, il ne faut pas trop abîmer les murs, on ne peut pas mettre des clous. Alors, les écrans sont sur des... Non, mais ça, c'était un point très important, en fait. Moi, je ne voulais pas juste suspendre des écrans sur des stands en plastique ou en métal au milieu de cet environnement qui est dingue, quoi. Ouais. Donc, j'ai fait appel à un scénographe qui s'appelle Sam Baron, qui est un grand designer français installé au Portugal, qui lui a créé une scénographie qui a permis de mettre en valeur, de placer les écrans dans des écrins. C'était comme des boîtes d'art un petit peu, des boîtes destinées au transport d'œuvres d'art, qui étaient ouvertes comme ça, et puis elles semblaient un peu flotter sur le parquet grâce à un ruban de LED en dessous. Et c'était très important de créer un lien en fait entre ces deux. Je voulais pas montrer ça dans un cadre trop abrupt, et je voulais pas créer un clash entre les deux. Je voulais que ça soit une cohabitation heureuse entre les deux. Il faudrait que tu nous envoies d'autres photos, parce que j'ai pas vu sur ton LinkedIn des photos comme ça, et Dieu sait si moi je suis comme toi, je crois à fond à l'avenir de la scénographie, de l'art digital. Comment on montre l'art digital au-delà que poser un écran sur un mur et de retrouver éternellement ce même système des musées. Alors, je vous enverrai, un lien pour vous voyez. Voilà. Effectivement, c'était assez spectaculaire. Ah, oui. C'est très beau dans cette scénographie fonctionne à merveille. C'est très beau. Dans cet espace. On est en train de regarder sur Google. J'avais une autre question, j'ai un trou de mémoire. Moi, j'en ai une sur le métaverse, parce que j'ai bien compris que tu avais une vraie réflexion sur le métavers, et ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que tu as parlé
de ces objets de design qui allaient être progressivement adaptés pour des univers virtuels qu'on appelle des métavers. J'ai bien compris que dans ta réflexion, ce qui m'intéresse, c'est faire comprendre aux gens que nous, on entend ça tout le temps. On donne des formations et on nous dit, mais oui, mais le virtuel, comme son mot l'indique, n'a rien à voir avec le réel. Et le virtuel, encore pour beaucoup de gens, n'a pas vraiment de valeur. Alors, on a compris que la blockchain... Parce qu'il est associé au gaming, point. Parce que c'est associé effectivement aux jeunes au gaming, je dirais au divertissement, en fait, on a l'impression. Et puis, les NFT et la blockchain vont commencer à amener de la valeur sur ces objets digitaux. Mais toi, j'ai l'impression que tu as bien compris qu'en fait, il est temps de faire un pont et de dire aux gens que vous soyez dans le réel ou dans le virtuel, les deux ont des valeurs, les deux ont de la valeur, évidemment, mais différentes. Hein. C'est une appréhension différente. Et donc, toi, le métavers, tu y vas déjà. Est-ce que tu envisages, est-ce que pour toi, on va naviguer en permanence entre l'un et l'autre, entre le virtuel et le réel? Est-ce que c'est pour ça que tu dis à tes artistes, adaptez-vous très vite au virtuel parce que ça va être une grande partie de la vie des gens va se passer dans le virtuel, ça on en est persuadé. Comment toi tu vois ça et l'adoption de ça, tu la vois à court terme ou à vraiment long terme? Alors déjà moi j'ai banni le mot virtuel de mon vocabulaire parce que pour moi en fait c'est pas, ça peut être numérique, ouais. Mais si on le voit c'est pas virtuel, si on l'expérimente c'est pas virtuel. Virtuel ça impliquerait quelque chose qui n'existe pas. Or pour moi les relations sociales induites par les réseaux sociaux elles sont pas virtuelles, elles sont réelles. C'est pas parce que ça se passe dans le numérique que ça n'a pas de retentissement sur la vie réelle. Et puis une œuvre que je peux voir, à partir du moment où je peux la voir, peu importe si elle est sur un tableau ou sur un écran, pour moi, y a pas cette notion de virtuel. Je pense qu'elle trouble un peu les gens et qu'elle les met sur des fausses pistes. Concernant les métavers, donc comme tout le monde, j'étais hyper enthousiaste. Il y a un an de ça, si vous m'aviez interviewé, j'aurais été hyper enthousiaste sur le sujet. Mais bon, c'est vrai que l'adoption aujourd'hui de ce que j'ai vu évoluer l'écosystème, ça reste toujours assez. D'un point de vue graphique, l'esthétique très jeu vidéo, comme vous l'avez dit, et puis beaucoup de voxels. Pour moi, c'est pas quelque chose dans lequel les designers peuvent vraiment intégrer. Alors, il y en a un qui le fait, il s'appelle Harry Nourieff et il crée des objets un peu pixelisés, etc. Il est très influencé par le numérique. Mais globalement, les gens qui font des univers léchés dans le vrai monde, s'il faut leur dire de faire des trucs en voxel, c'est pas satisfaisant. Et de la même façon, je pense que le gap qu'on a, en fait, le fait que l'audience des métavers elle soit plafonnée un peu ces derniers temps, c'est aussi parce que l'expérience qui est proposée, elle n'est pas assez sympathique, elle n'est pas assez belle en fait, pour dire les choses simplement. Oui. Je pense qu'il faudrait que la technologie évolue pour permettre d'avoir des rendus, des moteurs 3D qui permettent d'avoir des rendus plus fins, plus de détails de lumière. Le problème actuellement, j'ai l'impression, c'est que pour les gens qui ont des métavers, l'enjeu c'est de les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est l'impression que j'ai eu avec Meta notamment. Et pour le rendre accessible au plus grand nombre, on va baisser la qualité graphique pour que quelqu'un qui a un téléphone bas de gamme, il puisse y aller de la même façon. Oui, c'est la contrainte des réseaux. Tu as absolument raison. C'est la contrainte des réseaux parce qu'on veut que l'univers virtuel soit à la fois accessible d'un téléphone, on veut qu'il soit sur la blockchain, qui est déjà très lente, on veut qu'il y ait des NFT, on veut qu'il y ait plein de choses. Et finalement, à force de vouloir tout ça, on veut qu'il y ait plein de monde. Et on veut qu'il y ait plein de monde. Oui, tu as raison. Alors que pour l'instant, on n'y arrive pas trop. Et bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que les designers et architectes doivent garder à l'esprit et puis continuer à travailler là-dessus. Mais je pense pas qu'il y aura vraiment d'adoption massive avant 2 à 3 ans, je dirais. Enfin, je ne veux pas me prononcer, je ne suis pas devin, mais c'est vrai qu'on ne voit pas d'adoption massive dans la prochaine année, j'ai l'impression. Non. Mais 2-3 ans, c'est déjà court terme. Hein. 2-3 ans, c'est rapide. Oui, c'est ça. Non, mais là, les devices, ça ne va pas. La qualité graphique, ça ne va pas. Bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de freins à l'adoption massive des métavers aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses intéressantes. Hein. Il y a plein de choses qui sont en train d'éclore. Qui sont passionnantes. Moi, j'y vais régulièrement sur Mona, Spatial. Il y a des choses qui se passent. Mais bon, on n'y est pas encore, j'ai l'impression. On arrive déjà à la fin de ce podcast, mais j'ai encore une question. J'imagine qu'en fait, cette opération LDECO a été observée par pas mal de médias, en interne chez vous et en externe, que c'est un exemple de choses à développer pour les médias. Est-ce que tu penses que les groupes de presse vont intégrer au fur et à mesure des profils comme le tien, des head of NFT, des head of Web3, des head of relations clients, annonceurs dans le Web3? Est-ce que tu penses qu'en fait, ce sont des nouveaux métiers dans la presse? Alors, pour moi, c'est absolument nécessaire. J'ai pas l'impression que pour l'instant, la prise de conscience, elle se soit vraiment généralisée dans les groupes de presse en France, tout du moins. Les initiatives, alors à part 20 minutes, qui est vraiment lui fait plein de
choses hyper intéressantes et vraiment explore pour lui plein de voies différentes. J'ai l'impression que la presse française, elle a un peu de temps à réagir, mais c'est normal. Ils sont encore beaucoup dans la transition numérique. Ils n'ont pas encore accompli vraiment toute leur transition numérique Web 2. Donc le Web 3, ça arrive par là-dessus. C'est forcément un peu compliqué. Voilà, moi je pense que néanmoins, pour les abonnements, pour la gestion de la communauté, pour plein d'aspects différents, en fait, le Web 3 va devenir assez indispensable dans les années à venir. Moi, j'ai tiré vraiment un fil précis, mais je pense qu'il y a de multiples autres choses à faire. Même au niveau commercial, même au niveau commercial avec les annonceurs. Bien sûr. Alors là, par exemple, nous, là, cette année, on va sans doute faire des drops de NFT avec des marques qui nous ont contactés pour vendre des objets sous forme de NFT de leur marque réinterprétés par un artiste numérique. C'est quelque chose qu'on va continuer à faire, cette année, qu'on va développer parce que voilà, il y a à la fois on va vendre à des gens qui collectionnent de l'art sous forme de NFT, mais on va aussi proposer à des marques de rejoindre cette initiative en gardant toujours le même principe de collaboration avec un artiste, un designer ou un architecte pour donner lieu à une création originale. Ouais, très intéressant. Et puis on va refaire l'exposition en septembre pendant la Paris Design Week avec à nouveau entre 10 et 15 nouvelles collaborations, que des nouveaux artistes et encore un autre lieu prestigieux méconnu de Paris avec un cadre incroyable. Ça sera en septembre prochain. Tu devrais faire venir ton expo ici à Bruxelles dans les bâtiments incroyables de Lionel Jadot. C'est une ancienne usine désaffectée avec plein d'ateliers d'artistes, c'est assez incroyable. Oui, chez Zaventem, ça serait super. J'aimerais bien. Près de l'aéroport. Bon, tu sais ce que je vais faire, je vais lui envoyer quand il sortira, je vais lui envoyer par WhatsApp l'épisode en lui disant on parle de toi, écoute-le jusqu'au bout. Ça te donnera peut-être des idées. Voilà. En tout cas, oui, avec plaisir. Mais moi, j'aimerais bien que cette exposition on puisse l'avoir un peu ailleurs et chaque fois l'enrichir. Donc la Chine, elle va être enrichie avec des artistes chinois, mais on est aussi en négociation pour la faire à New York avec des artistes américains. On sent que là, il y a des choses qui peuvent se passer encore cette année. Donc le rendez-vous est pris. Notez bien dans vos tablettes. Donc septembre 2023 à Paris, la Design Week, et là on pourra voir donc une toute nouvelle collection dans un nouveau lieu, tenu encore un peu secret, mais bon. Voilà. Bon, j'espère qu'on sera invité. Mais ça va être assez intéressant. Ah, okay, un lieu qui est vraiment impressionnant. Oui, donc tu nous mets sur ta guest list. Bien sûr, sans aucun problème. On viendra. Whitelist direct. La whitelist, oui, comme on dit dans le monde des NFT, on va être sur la whitelist. Jean-Christophe Camuset, merci beaucoup pour ton temps et pour ces explications qui sont vraiment passionnantes parce qu'on sent que tu as une vraie compréhension du Web3 et puis une ambition en fait d'investiguer un peu tous les éléments de toutes ces technologies en fait qui vont nous amener vraiment loin. C'est vraiment chouette. Donc on te retrouve sur LinkedIn déjà. Je mettrai tous les liens. Ouais. On mettra les liens. Je les ai mis là pendant qu'on parlait, tous les liens pour te retrouver. Et et alors si on veut voir la collection Design Capsule, on va sur Superrare, superrare.com. Sur Superrare où sont exposés, donc vous verrez tous les différents éléments et ceux qui restent à vendre. Ouais. Et puis il y a aussi un site dédié qui s'appelle le designcapsule.xyz avec un 3 à la place du E de design. D'accord. Les 3 design capsules. Ouais. Et donc là où il y a toutes les différentes collaborations qu'on a initiées l'année dernière et puis on va bientôt y rajouter celles qu'on va lancer cette année. Ok, je vais ajouter les liens. Merci beaucoup pour cet épisode passionnant. Du coup, je vais en profiter. Nous aussi, on a fait nos NFT. Mais bon, pas avec les mêmes ambitions. On n'a pas beaucoup communiqué dessus parce qu'on s'est dit, mais finalement, nous, on ne veut pas faire de drop. Et l'idée, c'était vraiment, on a été contacté par pas mal de gens qui disaient, mais tiens, en fond, comment je peux vous soutenir? Moi, j'envoie vos épisodes par WhatsApp à mes amis. Mais comment je peux vous apporter mon soutien? Eh bien voilà, aujourd'hui, si vous voulez nous apporter votre soutien, vous pouvez acheter un NFT. Il y en a déjà à des petits prix à 20 €. Puis évidemment, ça monte avec tous les avantages liés au NFT. Et ça vous donne en tout cas accès à une communauté sur WhatsApp. Alors je sais, quand je dis WhatsApp, les gens sont fâchés, ils me disent non mais WhatsApp, tu ne peux pas, tu dois aller sur Discord. On n'est pas encore prêt psychologiquement à aller sur Discord. Donc on a commencé par le WhatsApp et ça vous donne un accès direct à nous pour vous poser vos questions. Voilà, si on peut vous aider, évidemment, on le fait. Donc n'hésitez pas. C'est sur notre site nftbusiness.tech. Il y a un onglet NFT et n'hésitez pas. Et puis faites-nous vos feedbacks. On serait ravis de savoir ce que vous pensez et on serait ravis de vous accueillir dans notre communauté et d'avoir votre soutien. On vous embrasse, on vous souhaite une très bonne écoute et on vous dit à la semaine prochaine.